Au centre d'une Europe inquiète, l'Allemagne hitlérienne a lentement étalé sa tache brune. Puis, brusquement, c'est l'attaque à l'Est. Varsovie occupée, la Pologne anéantie, l'ombre de la croix gammée monte vers le nord. Danemark, Norvège tombent à leur tour, et c'est enfin vers l'ouest, à travers Hollande et Belgique, la ruée nazie sur la France. Le 13 juin 1940, les Allemands défilent dans Paris. L'Exode jette alors des millions de civils sur les routes. La Luftwaffe déverse sur villes et villages le fer et le feu. Interminable défilé des tanks de la Wehrmacht sur les plaines françaises, la sagesse n'était-elle pas de capituler? Courte sagesse, honteuse capitulation. Notre infanterie fait face, et si notre artillerie est insuffisante, si nos chars, si nos avions sont trop peu nombreux, la flotte, elle, est intacte. À côté de celle de nos alliés, elle est maîtresse des mers. Dans l'Empire, des réserves d'hommes et de matières premières permettent d'attendre l'entrée en jeu des forces de liberté qui se préparent d'un bout à l'autre du monde. Cela, un homme l'a compris, qui, dès le 18 juin 1940, appelle tous les Français libres à continuer la lutte. Et pourtant, Pétain s'est adressé à l'ennemi. De toutes les clauses déshonorantes de cet armistice demandé dans l'honneur, la plus cruelle concernait les prisonniers, dont le nombre immense était d'ailleurs la conséquence directe de l'annonce prématurée de cet armistice. En effet, avant le 16 juin, les Allemands n'avaient fait encore que 500 000 prisonniers, mais en rendant la demande d'armistice public 8 jours avant la signature, on leur permit d'en faire en une seule semaine 700 000. Et après l'armistice, encore 300 000. Si l'on fait le total de ces trois tranches, et si l'on défalque les évadés, les morts en captivité, les vieilles classes et les malades qui devaient rentrer rapidement, on arrive au chiffre total d'1 100 000 prisonniers, environ le 6e de toute notre population masculine en âge de travailler, arrachée à la substance française et qui partira en Allemagne pour 5 ans. C'est fort naturellement dans un casino, celui de Vichy, que devait s'achever la comédie de l'armistice et se faire l'escamotage de la République. Un maréchal manque à la fête. Présent, maréchal, me voilà. Et commence alors le gouvernement de Vichy. Les ministères s'installent dans les hôtels, vue sur le parc à la guerre, tout confort à la marine. Dans ce Vichy charmant, qui pendant ces 4 années où la guerre va bouleverser l'univers, conservera à la nouvelle capitale de l'État français le charme balnéaire et inoffensif de je ne sais quelle principauté d'opérette. À la faveur du trouble des esprits, au premier mois de la défaite, ce maréchal respectable et bonhomme n'eut guère de peine à trouver auprès de la foule une facile popularité.
Mais sa tournée triomphale dans la zone dite libre tourne court en s'achevant le 11 octobre à Montoire. Poignée de main de Pétain, coup de gueule de Doriot. L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. Certes, en cette fin d'année 40, l'Angleterre paraissait proche de la défaite, quand la Luftwaffe déversait chaque jour des tonnes d'explosifs sur la cité. Mais la tour de Londres est toujours debout. L'Angleterre a tenu dans son île. Appuyée sur Gibraltar, sa flotte contrôle la Méditerranée et en Cyrénaïque, l'Orvavet l'attaque. En levant aux Italiens Tobrouk et Benghazi. « 1941. Les Parisiens sont rentrés de l'Exode, accueillis par la propagande allemande. Ils sont très polis, savez-vous, ces Allemands. Ils sourient aux bébés. Ils laissent dans le métro leur place aux dames. Paris est devenu une ville un peu allemande, pardon, européenne, comme on dit alors. On se salue, on trinque, c'est l'époque de la collaboration sentimentale et mondaine. Collaboration littéraire également. Qui nous avait dit que les nazis brûlaient les livres ? La culture française a-t-elle jamais brillé d'un plus vif éclat qu'aujourd'hui, où une presse nouvelle a mis en première page les noms de Bonnard et d'Abel Hermand, de Chateaubriand et de Chardonne? Des journaux, passons au cinéma. Voici un stalag choisi entre beaucoup d'autres, nous dit le commentaire de ce film de propagande. On le croira sans peine. Il a fallu bien choisir pour trouver ce salon de coiffure digne des Champs-Élysées, cette salle de cours comme à la Sorbonne, ce gymnase modèle, ce terrain de sport idéal. Vous le voyez, mesdames et messieurs, continue le commentaire, nos prisonniers ont bon moral. Mais les 1100 000 captifs sont toujours derrière les barbelés, et il n'est guère de foyer en France où une femme n'attende des nouvelles de l'absent. Un élan sincère de solidarité alors a traversé le pays. Mais derrière ces œuvres de secours, derrière ces envois de colis, se glisse la propagande, le chantage aux prisonniers. Par eux, on a voulu justifier l'armistice. Pour permettre leur retour, dit-on maintenant, soutenez la politique de collaboration du maréchal. D'ailleurs, ils commencent par rentrer, vous voyez bien, et les quelques vieilles classes libérées sur leur geste d'Hitler sont accueillis par la joie naïve de tout un peuple. Ils sont également accueillis par les discours de M. Scapini. Messieurs, dans cette guerre, bien des choses ont été nouvelles. Bien des choses seront encore nouvelles. Il n'est pas dans les usages de la guerre, avant la fin d'une aussi immense et gigantesque opération que celle à laquelle nous assistons, il n'est pas dans les usages de la guerre que l'on relâche les prisonniers. Ces hommes au visage fermé vous écoutent poliment, monsieur l'ambassadeur. Mais rentrez chez eux, ils écouteront chaque soir, comme tous les Français. Ici Londres, les Français parlent aux Français. Ils ne font pas que parler, les Français libres. Sur mer, sur terre et dans les airs, la croix de Lorraine est présente au combat.
sur les sables d'Afrique, les forces françaises libres se manifestent déjà à Koufra, dans les mêmes horizons où demain elles s'illustreront à Bir Hakeim. À l'intérieur, la résistance a également commencé. Une presse clandestine dont l'action va s'étendre de mois en mois a surgi spontanément aux quatre coins du territoire. L'opinion publique est déjà si unanimement dressée contre l'occupant et les collaborateurs qu'un an après l'armistice, Pétain s'en inquiète et s'en irrite. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendus, ni trahis, ni abandonnés. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Le 22 juin, l'Allemagne a attaqué la Russie. L'épouvantail bolchevique est revenu à l'ordre du jour. Et tandis que la Wehrmacht déferle dans les plaines d'Ukraine, en France, à coups de primes et de discours, on s'efforce d'enrôler quelques illuminés, quelques aventuriers ou quelques mercenaires. De l'oncle le cagoulard bat le rappel. L'heure des bonnes intentions et des bonnes volontés est passée, l'heure de l'action est venue. De notre geste dépend l'avenir de nos familles et de notre pays. Engagez-vous dans la légion des volontaires français contre le bolchevisme. Je vous le répète, l'heure est solennelle, je vous appelle aux armes. Aux Français qui acceptent de se battre sous l'uniforme allemand, Fernand de Brinon a beau déclarer qu'ils détiennent une partie de notre honneur militaire, les engagements sont rares et les départs de la LVF sont l'occasion de manifestations armées de la résistance. Le 27 août, le revolver de Colette apporte à Laval et à Déa l'annonce du châtiment. Faute de soldats, l'Allemagne demande maintenant des ouvriers. Pour le moment, il ne s'agit que de volontaires, qui constituent, après les prisonniers, la seconde vague de départ pour l'Allemagne. Vague heureusement réduite pour l'honneur français. Ces volontaires n'auront pas atteint le total de 60 000 à la fin de 41. Cette année 41 avait vu se modifier profondément la carte d'Europe. Au printemps, attaque allemande sur les Balkans. La Yougoslavie est terrassée. La croix gammée flotte sur l'Acropole. Hitler menace maintenant Suez, route des Indes, par l'ouest, où l'Africa Corps reprend Benghazi et encercle Tobrouk. Par le nord, où la prise de la Crète découvre la Syrie. À cette deuxième menace, les Alliés ripostent en occupant Beyrouth et Damas, où pénètrent les forces françaises libres. Elles sont conduites par les généraux Quatreau et Le Gentilhomme. Cependant, en Russie, la Wehrmacht a balayé les steppes. Mais elle a été stoppée devant Moscou. L'hiver, le terrible hiver russe est venu. Et dans les neiges se livre la plus grande bataille d'arrêt de l'histoire. L'armée rouge s'est ressaisie, elle contre-attaque. Pour la première fois, la Wehrmacht recule. Alors, devant l'immense front russe, devant le front d'Afrique toujours en mouvement, devant le front de l'Atlantique où l'Amérique vient d'entrer en guerre, l'Allemagne comprend qu'avec l'année qui s'achève aussi la guerre éclair. Pour la guerre d'usure qui commence, pour cette guerre de matériel, il faut de la main-d'œuvre. On fait travailler les prisonniers. Aux
faire tourner les usines d'armement et de munitions, Hitler réclame en masse des ouvriers français. Vichy livrera la commande, les pères partiront. Mais les enfants de ces travailleurs déportés auront droit à la sollicitude de grand paternel du maréchal. Travail, famille, patrie. La charité remplace la justice. Le Secours national a transformé la France en un peuple de mendiants et la Révolution, toujours nationale, moque la République en recueillant les aumônes dans les urnes électorales. C'est la dictature de l'ordre moral sous le signe de la francisque. C'est un grand pays que l'infortune ne saurait abattre. Ensemble et d'un même cœur, crions notre amour de la patrie. Vive la France! Mais c'est au même cri de Vive la France que tombent alors à Châteaubriand, à Vincennes ou au Mont-Valérien les premières centaines de fusillés. Qu'a fait le maréchal? Il a protesté. Et encore une fois, appelé à l'union tous les Français. Cependant, la déportation s'organise. Elle a été baptisée d'un fort joli nom, Relève, par Pierre Laval, qui vient de reprendre le pouvoir. Je viens au nom de la France et de son chef, le maréchal, accueillir les prisonniers rapatriés et remercier les ouvriers qui ont permis leur libération. Ces prisonniers qui rentrent constituent l'avant-garde d'une relève qui commence. Ces ouvriers qui partent me permettront de mieux défendre les intérêts de notre pays. Ouvriers qui partez librement pour l'Allemagne. Non, monsieur Laval. Entre ceux qui partent et ceux qui rentrent, cette relève n'est pas un libre-échange. Ce n'est même pas, voyez-vous, un habile maquignonnage entre ouvriers et paysans. Paysannerie, attachement au sol, c'est là un des thèmes favoris de Vichy. Mais cette propagande pour le retour à la terre, toute cette poésie bucolique masque une politique économique dictée par l'Allemagne. La France doit être une nation agricole, cela veut dire qu'à l'exception de quelques grandes usines travaillant directement pour l'occupant, les petites et moyennes entreprises doivent fermer leurs portes. Comme la vie est chère pendant que la ménagère fait la queue, l'ouvrier en chômage regardera longuement ces affiches qui lui promettent les plus hauts salaires. Mais cette pression insidieuse, ce chantage à la misère n'a pas suffi. Eh bien, une loi de Vichy contraindra l'ouvrier français au départ pour l'Allemagne. La relève est devenue réquisition. Orienter la main-d'œuvre, ce sera par exemple forcer une modiste parisienne à remplacer le poinçonneur du métro parti pour Berlin. Dans chaque entreprise, un pourcentage imposé du personnel doit partir. C'est l'horrible opération du peignage. Pourquoi celui-ci plutôt que celui-là? L'âge? Les enfants? La spécialité? Non. Le hasard d'une liste?
et un homme est arraché à son travail et à sa famille pour l'exil, quelque part entre la Roure et la Silésie. Chaque matin, en pointant, chacun se demande si sa fiche sera encore là demain. C'est vite fait, une convocation, une visite, l'autobus spécial qui roule vers la gare de l'Est et le cœur qui bat en embrassant les siens au rythme de cet avertissement si souvent entendu, ne va pas en Allemagne. Bilan. Au début de la relève, les Allemands ont demandé 150 000 volontaires, en promettant d'en rendre 50 000. Mais il n'en part que 17 000. Devant ce résultat, on passe à la réquisition, et les Allemands portent leur demande à 250 000, promettant d'augmenter les retours jusqu'à 100 000. Il en partira en tout 240 000. Les Allemands prétendent bien avoir rendu les 100 000, mais 20 000 seulement l'étaient au titre de la relève. En fin de compte, le nombre de Français en Allemagne, arrachés à leur pays, s'est donc augmenté de 140 000 pendant cette année 1942. Cette année 1942 avait débuté par une attaque foudroyante de Rommel, portant l'Afrika Korps au cœur de l'Égypte jusqu'à El Alamein. Au même moment, la Wehrmacht en Russie frappait d'un grand coup et plantait son drapeau sur le Caucase. Mais la guerre change de face avec l'héroïque résistance de Stalingrad. Dans le désert d'Afrique, d'ailleurs, la situation s'est retournée. La RAF pilonne les positions allemandes d'El Alamein. Montgomery passe à la contre-offensive. En élant la porte d'un seul bond à travers la Libye, jusqu'à la Tunisie, où Rommel est prise en tenaille entre Montgomery et Eisenhower, qui vient de débarquer à Alger, où, pour la première fois depuis l'armistice, le drapeau tricolore défile triomphalement entre l'Union Jack et la bannière étoilée. Cependant, à Stalingrad, Paulus est encerclé avec 300 000 hommes. Et devant l'armée rouge victorieuse, la Wehrmacht commence sa retraite de Russie. En ce début de 1943, Hitler, qui a proclamé la mobilisation totale de l'Europe, vient de convoquer Laval à son quartier général. Il lui faut toujours plus de travailleurs. Le STO prend alors en France la forme la plus brutale. 3 classes sont appelées pour partir en bloc pour l'Allemagne. La menace de déportation pèse maintenant spécialement sur la jeunesse. Jeunesse, encore un mot qu'affectionnait le vieillard de Vichy. Et sans doute, dans cette vie rude des camps, y avait-il eu depuis la défaite un effort louable de santé et de renouvellement. Aux anciens mouvements de jeunes s'était ajoutée toute une série de groupements officiels au nom romantique. Jeunesse de la mer, chantier de la jeunesse, jeunesse et montagne. Mais peu à peu, l'organisation de cette jeunesse en uniforme deviendra une sorte d'antichambre commode pour le STO. Après avoir fait pendant 3 ans marcher au pas la jeunesse française, on finira par la faire défiler, musique en tête, pour l'envoyer en Allemagne.
Grand événement à la Bourboule. Cette année-là, le maréchal Pétain a eu 87 ans. Après avoir assisté à la messe, après avoir rituellement reçu un bouquet des mains d'une petite fille, il est allé prendre un repos bien gagné dans sa propriété. Mais cette année-là, la résistance qui est maintenant organisée a pris en main la lutte contre la déportation. Les convocations de la police trouvent toujours porte close. Aux réfractaires, on fournit les papiers d'identité nécessaires pour échapper au contrôle allemand et pour vivre dans l'illégalité. On brûle les fiches du STO, les évasions. Résultat, en 1942, sur 260 000 hommes demandés, il en partit 240 000, laissant 10 000 réfractaires. En janvier 1943, pour être sûr de répondre à la première demande allemande de 250 000 hommes, Vichy en fait convoquer 80 000 de plus. Il en est parti seulement 270 000, laissant 60 000 réfractaires. En avril 1943, deuxième demande allemande de 240 000, augmentée cette fois d'environ 90 000 par Vichy. Partent 180 000, laissant 150 000 réfractaires. Enfin, en 1944, sur 800 000 demandés, ne partiront que 34 000. Pour s'en tenir à la fin de l'année 1943, 220 000 réfractaires ont donc échappé au départ, tandis que 450 000 hommes rejoignaient en Allemagne les prisonniers et les ouvriers de la relève. À l'extérieur, cette année 1943 avait vu le 13 juillet le débarquement en Sicile. L'Italie a capitulé. En Russie, l'armée rouge est entrée à Kiev, bousculant les Allemands dans leur défense de plus en plus élastique. Enfin, à l'ouest, a commencé la grande offensive aérienne sur Berlin et sur la Ruhr. « 1944. Mais où sont passés les milliers de réfractaires du STO? Beaucoup d'entre eux ont pris les sentiers clandestins du Maquis. La vie du Maquis tient en peu de mots. Complicité des paysans, amitié de la forêt. Message. Renseignement. Parachutage. Munitions. Entraînement au combat. Sabotage. Une emprise policière s'est cependant étendue sur tout le pays. Comme la Révolution, la police est devenue nationale. Les effectifs de cette police d'État croissent de mois en mois.
Agents, gendarmes, gardes mobiles ne suffisent plus. On crée les GMR, les intendants de police, aux uniformes chamarrés. Ça s'appelle les forces du maintien de l'ordre, placées sous l'autorité suprême de Pierre Laval, et dont le chef direct est le créateur du SOL, le service d'ordre de la Légion, devenu ensuite la milice, Joseph Darnon. À cette milice, dont le gamma voisine avec la francisque et imite la croix gammée, Darnon, qui lui-même a juré fidélité à Hitler, fait prêter serment. Miliciens, à vous! Darnon est à la police, à la propagande, c'est un autre milicien, Henriot. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes parce que nous acceptons la politique de collaboration avec l'Allemagne, parce que nous pensons qu'il y a là une opération européenne indispensable. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes, nous qui acceptons le fait de la défaite, qu'en avons... La répression est maintenant ouverte. Tout l'appareil policier se déchaîne sur les soi-disant terroristes. Pour l'arrestation de ces patriotes, la police secrète, les brigades spéciales collaborent avec la Gestapo. Commence alors une filière tragique. Interrogatoire. Torture. Cachot. Dans la mémoire des patriotes, ils ne s'effaceront jamais les noms de ces geôles allemandes en terre de France. La Santé, Montluc à Lyon, la Butte à Besançon, Fort-du-Ha à Bordeaux, Fresnes, Drancy. On est resté là des mois. Et puis, un jour, entassés à 120 dans un wagon à bestiaux, sans vivres et sans eau pour un voyage de 4 jours, on roule pour Dachau ou Buchenwald. Et pendant que le maréchal Pétain inaugure gravement quelques expositions d'art chinois, la France fait le bilan des déportations. La dernière vague des déportés politiques s'est élevée à 200 000 hommes. Si l'on récapitule les prisonniers, les volontaires, les travailleurs de la relève et les requis du STO, le total des Français partis en Allemagne atteint donc 1 950 000. Et Marcel Déat prophétise. Il n'est pas possible, le jour où les Anglo-Américains essaieront de mettre le pied sur le continent, il n'est pas possible que ne se dresse pas devant eux une nation compacte, rassemblée, armée. Oui, c'est une France armée et rassemblée qui accueillit le 6 juin le débarquement des Alliés en Normandie et pour combattre à leur côté contre les troupes d'occupation. Le débarquement de Provence, lui aussi, fut facilité par l'action des forces françaises de l'intérieur. Sur tout le territoire, les FFI, coupant les communications, harcelant les colonnes, transforment la retraite de la superbe Wehrmacht en une déroute inattendue et comique. Et c'est enfin, le 25 août, la libération de Paris.
territoire est libéré, mais il reste à battre l'Allemagne chez elle. Les FFI, ces va-nu-pieds superbes, qui ont jusqu'ici combattu sous un équipement de fortune, reçoivent enfin un armement moderne. Ils s'intègrent dans l'armée régulière et, à côté de leurs frères d'Afrique, à côté de leurs alliés, ils participent à l'assaut final, franchissent le Rhin, s'enfoncent en Allemagne et ouvrent grandes les portes des stalags, apportant en même temps à 1900 000 Français la liberté et la victoire.